Smart Stratégie vous est présenté par Circle, powered by Square. Salut les amis, salut à tous. On est de retour pour parler de stratégie avec Augustin Van Rijkenvorsel, Augustin, président fondateur de Circle Stratégie. Tout à fait. Qui s'intéresse à l'ensemble des évolutions qui sont liées en ce moment, évidemment, par ce qu'on est en train de traverser. Et là, Augustin, alors, on a un invité qui est en plein dedans, voilà, on va le dire comme ça. On doit avoir à peu près le même âge, Jean-François, c'était un gimmick de radio, c'était en plein dedans, l'actualité par ceux qui sont en plein dedans. Je ne sais plus qui avait fait ça. Et là, je crois qu'on y est. Tu nous présentes Jean-François Rial, Augustin. Voilà, rapidement, donc Jean-François Rial, voyageur du monde, hein, c'est une super boîte à regarder maintenant parce on est en plein dedans, comme tu le dis. En même temps, c'est une niche extrêmement intéressante. Si pour moi, un truc où il y a encore quelque chose à regarder dans le voyage, c'est peut-être bien là. Donc, on va s'amuser là-dessus. Chiffre d'affaires 200 millions, tu vas nous parler Non, 480 millions. 480 millions, autant pour moi. Tu vas nous parler sur quoi tu te retrouves aujourd'hui. Ça, c'était juste avant la crise. Un petit historique quand même, hein, une boîte dans le voyage qui commence à avoir un petit peu roulé sa bosse et qui commence un peu à avoir d'expérience. Combien de temps, Jean-François ? 25 ans. 25 ans, donc 25 ans de bénéfices ininterrompus, sauf en 2019, évidemment. Ouais, exactement. Exactement. Et donc voilà, avec 13 lieux de vente, c'est aussi intéressant à regarder. Donc il y a quand même un peu de physique là derrière, par rapport de moins en moins. De moins en moins, voilà, tu nous en parleras aussi. Et alors, attends, juste un moment, tu as commencé complètement digital et puis tu as ouvert quelques lieux de vente J'ai commencé totalement en physique. Totalement physique à 25 ans. Et aujourd'hui, on est à 20% du business qui vient du physique. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, le reste, c'est le téléphone, Skype, Internet, etc. Voilà. Oui, tout à fait. Y compris dans le voyage sur mesure, dans les voyages très complexes, parce que on commence en numérique, on continue en physique, même à distance, c'est ça. Et on finit en numérique. Ok. Mais dans un voyage ultra complexe, comme tu arrives à les faire et totalement personnalisé, à un moment, il faut qu'il y ait un contact quand même one-to-one. Il faut qu'on se parle. Ouais, voilà. Toujours. Le physique, elle ne peut pas disparaître. Toujours, mais physique, ça peut être à distance. Hein. Oui, tout à fait. Mais il faut qu'on se parle. Mais l'expérience du lieu physique, parce que moi, je me souviens d'être rentré dans un de tes bureaux à Bruxelles. Tu rentres chez Voyageurs du Monde, tu rentres pas dans n'importe quelle agence. Bien sûr. Il y a un truc. Aujourd'hui, en fait, nos lieux physiques sont devenus des bureaux de nos conseillers. C'est ça. Okay. Donc on les a gardés, c'est des vitrines magnifiques. Oui, il y a un côté flagship quand même. Voilà, c'est ça. C'est ça. Okay. Que vous utilisez encore dans le... Mais un client américain peut concevoir un voyage en Ouzbékistan avec un conseiller qui est à Rennes. Oui, tout à fait. Pas un problème. Ouais, c'est pas un problème. Top. Ouais, alors, continue. Pour commencer, peut-être une première question, parce que j'ai envie d'adresser le sujet tout de suite. Mais on est en pleine crise, tu vas nous parler de tes chiffres un peu juste après, mais c'est quoi aujourd'hui le truc où tu te dis, ok, voilà, maintenant j'ai ça en face de moi, qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à relever la barre? C'est quoi les grands trucs en disant, ok, je vais faire beaucoup plus de digitalisation parce que maintenant j'ai plus le choix. Est-ce que je vais aller, je dois ouvrir plus de lieux? Attends, il va nous répondre. Non, mais attends, je pense qu'il faut quand même, il faut quand même d'abord savoir où t'en es, c'est-à-dire en termes d'activité. Puis après, effectivement, on va voir comment est-ce que tu. En termes d'activité, mets en place. On est en ce moment sur des trends de réservation qui tournent autour de 10% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Okay. On est remonté à 30-35 au mois de juin-juillet. En ce moment, on est plutôt autour de 10. On devrait faire sur les 480 millions d'euros de chiffre d'affaires de 2019 en 2000. On est en 2020. On est en 2020 là. Ouais, on devrait faire en 2020 130, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein, je sais donc un gros tiers, quoi. Voilà. Ouais. Mais on n'est pas sur des trends comme ça. On est sur des trends plus bas. Je dirais qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre maintenant parce qu'on a fait notre maximum sur la baisse des coûts. Le gouvernement a été exemplaire à notre égard envers le secteur avec le chômage partiel, l'ordonnance des reports de voyage, etc. On a un positionnement qui est post-Covid qui est a priori parfait.
Ouais. Et on a la chance d'avoir les moyens de tenir parce qu'on a des fonds propres très importants, pas de dette et une grande trésorerie. Alors ça, on va en parler largement. Ta trésorerie. Encore une question, parce que j'entends là les professionnels du voyage me dire on est passé du last minute au last seconde. C'est-à-dire il y a eu une accélération de la réservation de dernier instant. Ça fait pas tes affaires. Enfin, un voyageur du monde, ça se prépare. Oui et non, Stéphane, parce que tu vois, par exemple, on vend des voyages en Polynésie ou à La Réunion qui sont parmi les rares destinations ouvertes à 8 jours du départ. C'est D'accord. pas un problème. Ah ouais, c'est ça. C'est pas un problème. On le fait, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ne réservent pas en last minute par, je dirais, évolution du marché qui pousse à ça, comme ça a été le cas pendant des années. Ils font ça parce qu'ils ont une incertitude totale sur le fait qu'ils ne sont pas capables de savoir s'ils réservent pour le mois de mai ou le mois de mars au Japon, si le Japon sera ouvert. On est d'accord. Donc ils réservent au dernier moment sur les destinations qui sont ouvertes. On est d'accord. Voilà. Et cette construction de trésor, parce que c'est des boîtes qui arrivent à tenir comme ça pendant 2 ans, c'est quand même... Alors c'est ça, c'est intéressant. Tu as C'est 2 ans intéressant. devant toi, là. 2 ans. C'est 2 ans. incroyable. À ce rythme de 10% de ton chiffre d'affaires. Ouais. Ouais. Waouh. Enfin, Chapeau, hein. 2 ans à compter, je dirais, jusqu'à fin 2021, on est tranquille. Donc, 2 ans depuis le début de la crise. Depuis le début de la crise. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Mais en gros, ça vient du fait qu'on n'a pas fait de dette et de montage LBO délirant. Donc ça, c'est des trucs qui sont incompatibles avec ce genre de choses. Tout à fait. Et on a gardé les 2/3 de nos bénéfices environ depuis 25 ans dans la société. Donc, Culture de fonds propres. c'est ça. C'est ça. Culture de fonds propres. C'est ce qu'on martèle. Exactement. T'aimes bien Exactement. ça, Et, Ah, et bah, donc, mais c'est fondamental. Et regarde. et donc, on va même pas manger du tout nos fonds propres en 2 ans. On va manger maximum la quote-part de nos fonds propres en cash. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais le reste, on garde. Et on n'a pas encore touché le PGE avec ça. Tu l'as demandé. Oui. Ouais. Et on l'a récupéré. On a 30 millions dans les comptes du PGE, mais on s'en sert pas. Mais on est une exception dans le métier. Il y a déjà des confrères qui vivent sur le PGE. Et évidemment, personne n'a ce niveau de fonds propres, ou très très peu de gens. Il y en a 2 ou 3. Voilà. Donc, Mais, de toute mais c'est façon, même une exception dans oui. l'économie française, Ouais, mais dans les c'est ça. entreprises françaises. En Bien fait, c'est sûr. ça le truc. Et d'ailleurs, il va y avoir un vrai sujet. C'est qu'est-ce que vont devenir ces PGE, quoi, pour toutes ces entreprises qui sont saines, Yes. qui sont rentables en situation normale, mais qui pourront jamais rembourser ces PGE. Alors justement, je veux ton avis là-dessus parce que, pardon, hein, on sort un tout petit peu, mais, Non, mais il est faisons, précieux, faisons. Jean-François. Étalé sur 6 ans quand même. Je me dis que si la boîte, elle n'est pas capable de rembourser, on va dire, c'est quoi? Ils ont pris 20-25% de leur chiffre d'affaires. Étalé sur 6 ans, ça veut dire qu'elle n'est pas si saine que ça quand même. Bah, ça dépend des secteurs d'activité, Stéphane, si tu veux. C'est toujours pareil. Il y a des entreprises pour lesquelles sur 6-7 ans, ça sera possible, d'autres même sur 3 ans, puis d'autres qui sont quand même saines, mais ça sera 10 ans. Parce qu'elles ont une marge hyper étroite. faible. Ouais. Super Tu vois, tu prends le voyage, on est l'entreprise peut-être une des plus rentables du métier, on gagne même pas 5%, 4-5% sur notre chiffre d'affaires. Vache, ouais, effectivement. Ouais. Donc quand tu prends 25% sur ton chiffre d'affaires en PGE, nous on n'a pas du tout fait ça, hein, tu as vu, on a pris 8%, 7%, parce qu'en fait c'est ta marge brute ton vrai chiffre d'affaires. Donc comme ils ont raisonné, et puis il y a un tas d'entreprises PME dans la restauration, dans l'hôtellerie, qui n'ont pas de fonds propres, ou très très peu de fonds propres, et qui ont même pire que ça, Stéphane, des dettes à la base. Tout à fait. Évidemment, évidemment. Donc tu cumules les dettes et le PGE, qu'est-ce que tu veux faire? Tout à Ça fait. passe pas. Tout à fait. Donc tu dis quoi, toi Juste une question comme ça. Parce que moi, je si dis tu qu'il faudra- transformes en fonds propres, c'est pas une solution non plus, parce qu'il n'y a aucune liquidité possible sur ces boîtes-là. Donc tu te retrouves avec des... Quels investisseurs, d'ailleurs, vont vouloir en prendre un bout Moi, je pense que c'est un mélange. C'est-à-dire qu'il va falloir être pragmatique. Il va falloir transformer en fonds propres pour les entreprises pour lesquelles il y aura une liquidité possible pour l'État à long terme Ouais, et pour les banques. ouais, Mais avec toute la problématique très complexe de la parité d'échange. ouais. Ça, je ne sais pas comment ils vont résoudre ça. Et puis l'autre part, une autre part, il faut la transformer en dette perpétuelle. Et puis une dernière part, il faut l'abandonner. Ouais. Ou alors on tue les boîtes. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de prêter de l'argent à des entreprises qui étaient structurellement déficitaires et qui étaient sur des mauvais marchés. On va s'en rendre compte du trou à ce moment. Mais je pense qu'ils ont quand même fait attention. Hein. Moi, je vois dans mon secteur, ils n'ont pas accepté le PGE pour tout le Non, monde, c'est vrai quand qu'ils n'ont pas même. accepté plus pour tout le monde. Parce que comme les banques ont un résidu de 10% de risque, les banques font quand même un peu attention. Alors j'ai même appris un truc, juste, mais en fait, je l'ai appris cette semaine. Tiens, d'ailleurs, si vous avez regardé Bismart cette semaine, vous l'avez appris comme moi. En fait,
du fait des normes comptables, elles n'ont que 10% de risque, mais elles doivent porter dans leur bilan, elles doivent 100%. porter 100%. Ouais. Donc en fait, ça leur coûte une fortune. Donc effectivement, elles... ratio, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Donc elles Tout à fait. ont fait gaffe. Non, mais du coup, donc, ça, c'est ta situation aujourd'hui. Mais qu'est-ce que. Donc, tu me dis, on a tout fait, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de te dire, bon, le monde, il a changé, je dois quand même un peu tourner le guidon. Quels sont les trucs sur lesquels tu dis, OK, En maintenant, fait, je dois bouger encore tous les angles dans lesquels le monde doit changer de guidon, par exemple être plus sobre sur le plan écologique, être plus durable, voyager plus longtemps, moins souvent, etc., tous ces angles-là, tout ce que évoquent les experts sur l'évolution du voyage, on les a déjà, nous. Tout à fait. On les a déjà, c'est dans notre ADN. Tout à fait. Donc, on peut réinventer les choses. On voulait pousser beaucoup sur le vélo, par exemple, sur les voyages en vélo. On a déjà commencé, on va pousser encore plus. Mais il y a un moment donné, on ne va pas réinventer des trucs qui sont pas réinventables. On est très fort sur la France, on est très fort sur le vélo. On a fait, voilà, on a fait tout ça, quoi. T'es en avance, donc à un moment, tu vas être à l'heure, quoi. On est en distribution directe. Une des caractéristiques incroyables de Voyageurs du Monde, C'est ça. et sa Tu force fais- aussi, c'est Ouais. qu'on n'a pas 1 euro en distribution Ouais. indirecte. Ouais, c'est ça. Tous nos clients sont en direct. Ouais, ça, Ils c'est de sont en nouveau une France, grosse en Belgique, tendance en de- Suisse, aux États-Unis. Ouais. Ça va peut-être ralentir notre. Moi, il y a une chose que je pense, mais qui n'est pas politiquement correcte dans le capitalisme habituel, c'est que je pense que le dogme de la croissance est un problème. C'est-à-dire que pourquoi pas agrandir, mais pas au détriment de la qualité de ce qu'on fait et pas au détriment des fonds propres cash qu'on garde. Parce que on veut être grand, on veut faire des économies d'échelle, espèce de religion permanente de numéro 1, je veux être numéro 1, etc. On fait des acquisitions, on s'endette, on n'a plus de fonds propres cash. Et on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est d'une impermanence folle, quoi. C'est-à-dire que là, on vit une crise extrêmement grave. Mais ça fait 25 ans que je dirige Voyageurs du Monde et j'ai eu une dizaine de crises très graves. Celle-là est extrêmement grave, mais j'en ai eu une dizaine très graves. Le volcan islandais, la guerre du Golfe, le 11 septembre. Putain, ouais. 4 mois, on a fait 0 de chiffre d'affaires. Tout à fait. Je crois que j'étais venu d'ailleurs chez toi, Stéphane, à ce moment-là. Bon, donc on voit bien que les aléas, on voit bien que la volatilité des marchés, des systèmes de consommation, des ruptures technologiques, elle va de plus en plus vite. Et donc je pense qu'une entreprise saine doit avoir des réserves. C'est ça. Voilà. Et toi, c'est tes Oui, mais réserves, c'est pas seulement ça que tu dis, parce que et là on est en pleine stratégie, c'est-à-dire toi depuis le début, et là-dessus il faut te rendre hommage, tu es constant, tu as refusé de courir derrière la dernière mode. Et ce que dis, tu as sans doute même perdu des opportunités Sûrement. pour rester sur un socle, mais qui aujourd'hui fait que dans 2 ans tu seras encore là. Ouais. Voilà. Donc là je pense qu'il y a une démonstration, on est obligé de s'incliner. Quoi. Ah ouais, complètement. Non, c'est impressionnant. Mais du coup, là pour toi aujourd'hui, en termes de mise en application de nouvelles choses, pour toi, tu dis je suis bon en termes de marché. Non, on va avoir forcément, une fois qu'on va être sorti de crise, il va y avoir des acteurs qui vont être sinistrés, il y a des acteurs qui vont disparaître, donc on va avoir des opportunités de croissance interne Ouais. faciles. Externe, tu Et veux dire. les deux. Interne, parce qu'il y aura des acteurs en moins. Et donc il faudra leur prendre leur externe, marché. Voilà. Et externe, probablement. C'est-à-dire qu'il y aura des entreprises qui seront sûrement des pépites et qui seront en difficulté et qui sur faudra lequel toi, regarder. c'est ça. Toi, tu Il faudra pourras regarder. positionner. Tu en as fait des acquisitions dans ton histoire? Oui, bien sûr. Ok. On a fait Terre d'Aventure. Tout le pôle aventure qui représente un bon 35% du chiffre d'affaires, 40% du chiffre d'affaires, c'est des acquisitions qu'on a multipliées par 3 ou par 4 en termes de taille depuis, mais c'est des acquisitions. Gus, j'ai l'impression qu'on a un autre point très intéressant en termes de stratégie, au-delà de, OK, fonds propres, socle. Ce que dit Jean-François, c'est, tu traverses un truc pareil, forcément, et c'est ta question spontanée, et ça aurait été la mienne aussi, qu'est-ce qu'on change? Oui, voilà. Et je pense que le manager qui a la capacité de dire, on change rien, Hein, ouais, c'est qu'il a préparé le truc depuis longtemps, quoi. c'est super. Mais toi-même, tu dois te gratter la tête quand même, en disant, est-ce Bien que je suis sûr, vraiment bien sûr. sûr de rien changer? Non, mais bien sûr. De toute façon, à la base, moi, je suis un manager mobile. C'est-à-dire que je supporte pas l'inertie de ne pas se poser de questions, de ne pas se remettre en question, etc. Donc, c'est contre-intuitif ce que je dis là. Ouais, exactement. Sauf que, en fait, tous ces mouvements-là, on les a déjà faits, quoi. Ouais. Et là, le seul mouvement qu'on doit faire, c'est se mettre en position low cost le maximum possible, sans dégrader la qualité du service client, parce que ça, je ne veux pas y toucher. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone à nos clients, qui s'occupe d'eux, qui reporte leur voyage, etc. Mais il faut se mettre en position fœtale, quoi, en fœtus, on attend, et puis dès qu'on pourra décoller, on décollera. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, à propos de tes clients, est-ce que tes clients, parce que ils ont joué, ils avaient un gros rôle sur la survie d'un certain nombre Ouais. d'acteurs dans le voyage, parce que
que tu as tout le cash qui est déjà pré-réservé. Bien sûr. Ils ont, nos ils ont joué un clients- rôle dans votre survie. Alors ça a été une force fantastique de Voyageurs, c'est qu'on a des clients qui aiment C'est ça. notre entreprise et qui ont été extraordinaires. C'est-à-dire que le fait que Bruno Le Maire ait mis en place la proposition que je lui ai faite de report de voyage et de laisser le cash dans les agences de voyage, chez nous, non seulement nos clients ont accepté, mais même parfois, il y a des clients qui reportaient leur courrier l'année prochaine et puis qui achetaient un moyen courrier en ne voulant pas utiliser les acomptes qu'ils avaient versés sur leur long courrier, en disant ça va vous aider. Bon, ils savaient, en fait, on n'a pas besoin, nous, de la trésorerie des clients parce qu'on a suffisamment de fonds propres. Mais j'avais négocié ça pour la profession, bien sûr. Combien de temps le report? Un an et demi? 18 mois. 18 mois, ouais, voilà, c'est 18 ça. mois. Il fallait que ce soit 18 mois. Hein. 18 mois. Quand les compagnies aériennes nous ont dit un an, j'ai trouvé qu'il y avait. Mais les c'est compagnies pas possible. aériennes n'ont pas le droit de faire ça. Bah, elles l'ont Il y a pas fait. que elles les ont remboursé, voyagistes. hein. Ouais, ouais. Alors, oui et non, Stéphane, elles ont fini pour rembourser pour certaines, d'autres pas du tout. Elles se sont mises hors la loi de façon volontaire, assumée et claire. Auquel tu penses Air France, ils ont remboursé, par exemple. Air France, je vais te citer par exemple Aéroflot, qui est complètement en situation totalement illégale. Ah oui. Mais c'est pas les seuls. Hein. Ah oui. là, Pour j'avoue l'OTA, il y en a plein. Il y en a une quinzaine, je les ai plus en tête. Mais même Air France, qui sont mes amis que je défends beaucoup, parce qu'ils sont en train de bouger dans le bon sens, même au début, ils n'ont pas remboursé. Oui. Mais en même temps, moi, je les comprends, parce que s'ils remboursaient, ils faisaient faillite. Mais oui, c'est ça. Donc c'était pire pour le consommateur. Ouais. Moi, ce que je leur reproche, c'est pas ça. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas avoir ce qu'on a nous, c'est-à-dire une caisse de garantie. Ouais. C'est-à-dire que qui ne remboursent pas les clients ou les voyagistes, pas de problème. Mais s'ils font faillite, ils ont un système d'organisation qui font qu'ils nous remboursent. Ouais. Or, ils ont une organisation qui s'appelle IATA, qui est dirigée par un Français d'ailleurs, l'ancien président d'Air France, et qui est un peu la FIFA du monde de l'aérien, si tu veux. C'est-à-dire, c'est une organisation supranationale qui est en abus de position dominante permanente et qui a des années-lumière de tes valeurs libérales. Le monopole. On fait ce qu'on veut, on est carré. Jean-François, comme toutes les organisations professionnelles, toutes les organisations professionnelles sont pour la rente. Celle-là, elle est extraordinairement, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, je comprends très bien IATA qui dit on ne peut pas rembourser sinon les compagnies vont faire faillite. Ok, on ne respecte pas le règlement européen, on ne respecte pas les législations sociales, mais dans ce cas-là, Fait quelque chose, quoi. on met en place une caisse de garantie qui fasse que l'ensemble des compagnies aériennes, qui nous imposent quand même des conditions dingues pour pouvoir avoir le droit d'émettre des billets chez eux. Faut voir les audits financiers qu'ils nous font, etc., dont ils changent les règles d'ailleurs de façon unilatérale en 15 jours. Bon, bah, à minima, ils devraient faire ça. Yata, Voilà. je sais pas si t'as entendu. Mais... Pas mal, hein. Pas mal. Non, et puis parce que Aéroflot, pour le coup, les compagnies européennes, sous l'ombrelle de la Commission européenne, hein, elles ont été obligées de le faire. Donc on a là, l'Europe, à quoi ça sert, machin et tout. Mais voilà. Hein, vous aviez Pas toutes, tous. Stéphane. Hein. Il y a des compagnies aériennes qui ne l'ont pas fait. Hein. Ah oui, c'est vrai. Quelques low cost. Mais elles vont se faire, pour Bien le coup, elles vont se sûr. faire rattraper par la patrouille. On en est sous, alors que Aéroflot, je suis pas mais sûr. leur stratégie, c'est de se dire on sera rattrapé par la patrouille dans 5 ans et Ouais, d'ici c'est là, ça. on avisera. Une croissance pirate. Tiens, et au niveau du long courrier et local, est-ce que tu mises sur un truc plus rapide? Alors, moi, je pense qu'à long terme, cette crise va augmenter la compréhension des enjeux écologiques par les citoyens. Ouais. J'en suis convaincu. Parce que même si ce virus n'est pas d'origine écologique, on sait que les destructions de biodiversité Les etc., consciences, tout à fait. génèrent des épidémies potentielles, dont certaines n'ont pas été des pandémies, mais il y en a eu beaucoup plus ces dernières années. Complètement. Donc moi, je pense que progressivement, les pouvoirs politiques vont se verdir. Ouais. Alors, ils vont se verdir plutôt dans un verdissement allemand, hein, à mon avis, pas dans le côté de ce qu'on peut vivre en France, qui sont des politiques écologistes très particuliers. Tu penses à quoi? À Lyon, Bordeaux, tout ça, là? Non, je pense en général, si tu veux. Je pense que, par exemple, moi, je suis un écologiste convaincu, hein, je l'assume totalement, mais ce que font effectivement les maires de Lyon, Bordeaux et ailleurs, avec des propositions absolument ça va à l'inverse. catastrophiques, eh bien, ils marquent des buts contre l'écologie, finalement, parce que ceux qui sont contre l'écologie, bon, cela, ça va rien changer, mais ceux qui sont entre les deux, qui sont pas forcément contre et qui s'interrogent, quand ils voient ça, ils se disent c'est pas possible. Bon, donc moi je pense que des pouvoirs écologiques raisonnables, réalistes, vont prendre de pouvoir et que par exemple des taxes écologiques sur le carbone, mais pas spécialement sur l'avion, sur le carbone en général, vont voir le jour et que du coup, tu auras plutôt intérêt à voyager loin plus longtemps Exactement. et voyager court plus souvent. Tout à fait. Tu vois, je pense qu'en fait, le phénomène, je voyage très souvent, très longtemps, très loin, et j'achète en dernière minute, qui est le phénomène un peu qu'a vécu le voyage depuis une vingtaine d'années, Ouais. eh bien, il va repartir dans l'autre sens. Ouais.
Il va repartir dans l'autre sens. Et moi, j'y vois pas une mauvaise chose. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'en plus, on a un vrai problème, nous, solariens, c'est qu'on n'est pas capable de faire notre transition écologique en 30 ans. Donc, il va falloir qu'on absorbe le carbone qu'on émet en plantant des arbres et en étant privilégié là-dessus, sur les droits de plantation d'arbres, entre guillemets, le temps qu'on passe à un avion électrique ou hydrogène. Bon, voilà. Mais en tout cas, je pense que cette tendance-là, elle va venir. Et d'ailleurs, moi, je suis favorable, et ça m'intéresserait d'avoir ton avis, Stéphane, c'est que moi, je suis favorable à un big bang total de la fiscalité et des charges sociales. C'est-à-dire que moi, je pense que si on veut que les acteurs économiques fassent la transition écologique, il faut mettre en place des taxes écologiques, carbone, déchets ou artificialisation des sols, mais pas en plus des impôts actuels, en substitution. C'est ça. En substitution, et par exemple, tu pourrais prélever la moitié des charges sociales, à peu près, j'ai fait des calculs, à peu près 400 milliards, sur des taxes écologiques, et tu baisserais d'autant les charges sociales. Donc tu favoriserais l'emploi et tu favoriserais la transition écologique. Ça, c'est des politiques auxquelles je crois. Mais évidemment, on ne peut pas le faire au niveau franco-français, ça n'a pas de sens. C'est tout le sujet européen. C'est tout le sujet. C'est Voilà. tout le sujet. C'est le sujet du carbone. Et ça- Le sujet, c'est le prix du carbone. Et le prix du carbone, il faut qu'il soit mondial, sinon il n'existe pas. Et sur toutes les activités. Or, il peut pas être. Oui, c'est prix du carbone. Le prix du carbone, c'est prix du carbone, c'est neutre. Voilà. Pour le coup, le business s'adapte. Tu as Exactement. parfaitement raison. Mais soit il est mondial, soit il n'existe pas. C'est ça le problème, Tu peux le Jean-François. faire au niveau européen en mettant des taxes carbone aux entrées de frontières. Ouais, C'est-à-dire que tu modifies les droits de douane. Tu peux le faire. Tu peux le faire, mais Et tu peux entraîner c'est encore une cotère sur une jambe de bois. Oui, mais tu peux. Mais on sait très bien qu'en pratique, on fera pas le monde entier d'un coup. Mais voilà. Donc on peut peut-être réussir l'Europe. C'est difficile, mais on peut peut-être le réussir. Et après, on peut entraîner d'autres pays, d'autres grands pays. Et tu peux comparer ça avec le GAFA. Les GAFA, on a dit on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais. On commence tout doucement à y arriver. Tu Et rigoles. ça ne marche que. Ah, moi, Non, mais moi je pense C'est que une les plaisanterie, GAFA. là. Ah non, moi je crois. Non, moi je pense qu'on n'y arrive pas. Ah non, on n'y arrive pas du Moi tout. je pense par contre qu'on Enfin, aurait un autre président américain, Stéphane, on pourrait peut-être y arriver. Ouais. Bon, tout ça est passionnant, mais nous éloigne un peu de la stratégie. Nous éloigne un peu. Non, enfin, remarque pas tant que ça, de la stratégie. Alors il y a une chose du que je monde. pense, au-delà de Voyageurs du Monde, c'est que la grande formule du voyage, qui est la formule du package hôtel, avion, soleil, la formule des Allemands, qui sont les plus grands voyageurs du monde. Il y a autant Costa Brava, d'Allemands. quoi. Voilà, il y a Voilà. autant d'Allemands qui voyagent en Espagne qu'il y a de Français qui voyagent dans le monde entier. Ouais. Bon, juste avoir conscience de ça. Moi, je pense que cette formule, elle va vraiment morfler. Elle va morfler pour des raisons écologiques, parce que le prix va monter. Elle va morfler par la conscience écologique. Et elle va morfler parce qu'elle ne correspond pas à l'aspiration totale de liberté que les gens veulent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus acheter des packages tout faits. Ils veulent acheter un low cost, un hôtel, choisir où ils vont et faire ce qu'ils veulent, revenir quand ils veulent, pas monter dans des charters, ils font tous la même chose, tous au même moment, etc. Et je pense que l'industrie du voyage allemande, qui est l'industrie dominante dans le monde, va souffrir. C'est ça. Elle va souffrir. Et eux, ils ont une adaptation mais délirante à faire. Il y a autant d'Allemands en Espagne que de Français partout dans le monde au moment des. C'est même pire que ça, Stéphane. triste. C'est même pire que ça. Il y a autant d'Allemands qui passent par la TUI en Espagne. Je ne parle pas de tous les autres Allemands qui vont en Espagne, qu'il y a de Français qui voyagent dans tous les pays du monde entier. Voilà. On est des nains. Alors, c'est incroyable ça. Mais du coup, toi évidemment, tu es complètement sur le contre-pied de ce truc-là. Mais Ouais, c'est complètement, le voyage de masse, est-ce que Alors, je pense que le voyage de masse ne disparaîtra pas. c'est ça. Je ne crois pas du tout à ça. Ça, c'est des propos qui sont à la mode, qui font plaisir, etc. Mais je ne crois pas qu'il disparaîtra. Je pense qu'il s'adaptera, qu'il sera plus vendu de la même façon et qu'il perdra un peu en part de marché à cause du fait que le prix va monter. C'est Parce ça. qu'aujourd'hui, on ne paye pas le vrai prix. Quand on paye Voilà, c'est- un avion 30 euros, il y a même des compagnies aériennes, des grands patrons de compagnies aériennes, des libéraux comme toi, ultra-libéraux comme toi, qui disent... il faut un- Néo-libéraux. on dit, Néo-libéraux. Néo-libéraux. qui disent, il faut qu'il y ait un prix minimum. C'est quand même intéressant ça pour un ça, homme comme toi. ça, Il faut qu'il y ait un prix minimum Tout à fait. parce que ça va trop loin. 25 euros Paris-Dublin, c'est pas acceptable. Par exemple, il y a des gens qui commencent à dire ça. C'est intéressant, je trouve, parce que Non, mais faut pas croire, Jean-François, que moi je veux bien me mettre dans le camp néolibéral. Faut pas croire qu'on est étanche à ce qui se passe. Faut pas croire qu'on prend pas des grandes tartes dans la tête quand t'as globalement que tu es sauvé par l'émission monétaire à jet ininterrompu de la Banque centrale européenne. Bien sûr, bien Là, sûr. ça renverse énormément de convictions, évidemment que ça fait réfléchir. non, mais moi je pense que le voyage de masse va continuer à exister, mais il va évoluer, il va perdre des parts de marché. Voilà ce que je pense. C'est ça.
Parce que la question du prix, elle est quand même très importante. Voyageurs du monde, c'est cher. Oui, mais alors d'abord, c'est cher, oui et non, c'est parce que comme tu achètes un voyage sur mesure, tu peux acheter des packages chez nous et des voyages pas si chers, et dans nos filiales encore moins chers. Et surtout, il y a une chose qui est très importante, c'est que un voyage pas cher, donc un voyage de masse, c'est pas parce que tu veux fabriquer des voyages populaires, accessibles, que tu es obligé de faire du voyage de masse. C'est là où moi je dis quelque chose que je crois fondamental, c'est qu'on n'est pas obligé de proposer à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent des voyages de masse. On peut proposer ce que j'appelle des voyages populaires, un peu dans l'esprit de ce que faisait Jacques Maillot il y a 25 ans, où tu pouvais aller, tu achètes ton billet d'avion, tu vas dans une petite pousada à Salvador de Bahia ou un petit hôtel de plage en Thaïlande, et tu es sur un truc extrêmement sympa et pas cher du tout. C'est ça. Et donc c'est à toi là d'aller trouver la destination qui fera bien. Et on a des marques dans notre groupe qui font ça. Ok. C'est-à-dire qu'ils proposent des voyages de qualité, mais qui sont totalement accessibles. Tu te compares sur tes prix, forcément tu fais du benchmark. Bien sûr. Mais ça doit être compliqué pour toi parce que tu as un modèle tellement parce que moi, je mettais Voyageurs du Monde dans le côté plutôt luxe. Mais là, Voyageurs du Monde, c'est très haut de gamme en service. C'est ça. Mais les prestations sont du choix du client. Tu peux acheter du 18 étoiles plus ou du très simple, même s'il y a de moins en moins de gens chez nous qui achètent du très simple, parce que malheureusement, cette image du très haut de gamme de Voyageurs du Monde en termes de qualité de service a entraîné notre clientèle plutôt vers le haut de gamme, même si on a toutes les tranches de budget. Mais les tranches de budget faibles sont plus petites que les tranches de budget haut. Du coup, on a d'autres marques. Par exemple, on a Comptoir des Voyages qui propose des voyages sur mesure, plus accessibles et qui permettent de toucher la clientèle plus basse sur des budgets beaucoup plus bas, même si Voyageurs du Monde serait capable de le faire. Et puis alors, on a sur le trekking, avec nos marques Aventure, alors là, des voyages incroyables qui ne coûtent rien du tout. C'est-à-dire que tu peux aller, quand on propose la Mauritanie, 8 jours, tout compris, à 800 €. Là, c'est Jacques Maillot, là. Là, je réécoute la radio de mon enfance. J'ai 2 Paris Papettes. Voilà. 800 € tout compris, un voyage en Mauritanie pendant 9 jours en trekking. Vol, nourriture, etc. C'est génial. C'est accessible. Est-ce que... Vas-y, Gus. Est-ce que tu t'imagines un jour un mode de Nutri-Score sur le voyage ? C'est-à-dire que l'État commence, enfin les gouvernements commencent à essayer de responsabiliser les voyageurs et se disent, en fait, il va y avoir un score et quand tu prends du trop bas, entre guillemets, il est plus imposé que le... Je crois pas. Non. Je crois pas. Je crois que ça passera plutôt par ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure, un prix mondial du carbone, un prix de l'artificialisation des sols, arrêter de faire n'importe quoi sur les côtes, le prix des déchets. Moi, je crois beaucoup à la tonne de déchets, qui à varier en fonction de la nature du déchet. Mais le déchet, c'est un problème. Il suffit qu'on le taxe pour qu'on en ait moins. Les entrepreneurs sont des génies de l'optimisation fiscale. Bien sûr, des mécaniques de marché. Utilisons ça. Même les entrepreneurs. Moi, j'ai plein d'amis entrepreneurs qui sont pas du tout des écolos comme moi. Mais je peux vous dire, ça va être des génies pour baisser l'impact écologique. T'as fait. Alors, en anglais, on dit coup de coude, le nudge, le coup de pouce, c'est le prix Nobel d'économie d'il y a 3 ans. Voilà, c'est effectivement les incitations. Et la fiscalité doit servir. Nous, le problème, c'est que notre fiscalité, elle sert à réduire des inégalités qui sont creusées. Là. Mais non, c'est des incitations de comportement. Voilà, c'est ça le sujet. Jean-François, on est au bout. Je suis ravi. Super discussion encore une fois. 40 secondes. Parce qu'à un moment, pour redéclencher le truc, il faudrait que tu annonces. Est-ce que tu peux mettre un peu de budget dans la communication ? Est-ce que tu sens que ça peut être ça qui peut faire redémarrer la machine ? Non, moi je pense non, parce que dès qu'une destination est ouverte, on cartonne. D'accord. Moi, la proposition que je fais, elle est très simple. Personne ne sait quand est-ce que le Covid va disparaître, ou sera maîtrisé, ou sera vacciné, ou sera soigné, etc. Donc moi je dis, organisons déjà au niveau européen des tests PCR obligatoires qu'on fait à l'aéroport, et dont les résultats sont donnés en temps réel. Les technologies existent pour permettre aux gens de voyager et arrêter de bloquer cette industrie. C'était le mot de la fin, Jean-François. Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde, était avec nous et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, merci Stéphane. Les amis, à la semaine prochaine. Smart Stratégie vous est présenté par Square.